Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Eol et on va pouvoir découvrir 5 nouvelles histoires dans un nouveau département, à savoir l'Eure. Ne perdons pas plus de temps, et en avant pour la première. C'est vers Foulbec que notre première histoire prend place. Une histoire qui nous montrera que de la peur peut naître bien des possibilités. Car lorsque notre esprit perd pied, il va alors chercher toutes les explications, même les plus saugrenues, pour se raccorder à la réalité. Ce récit débuta un soir, alors qu'un paysan s'aventura dans le marais non loin à la recherche d'une génisse qui s'était enfuie. Pourtant, en lieu et place de la bête, l'homme fut accueilli par des plaintes et des gémissements venus d'un autre monde. À son retour au village, après une longue nuit sans sommeil, il raconta l'histoire, et très vite, d'autres personnes décidèrent de se rendre dans le dit marais dans le but d'entendre le fameux revenant. Les plaintes de l'esprit étaient bien là, et malgré les recherches, on ne parvint pas à trouver son corps. Alors un vieillard du village se souvint d'une histoire, celle de la dame de Baqueville qui avait fait don du marais dont elle était propriétaire, en échange d'une messe en son nom chaque année, chose que le village avait cessé de faire depuis une décennie au moins. Selon lui, la dame de Baqueville venait réclamer son dû et hantait désormais le marais car les habitants n'avaient pas su tenir leur engagement. Rapidement, cette histoire fit le tour des villages alentours et nombreux furent ceux à venir entendre les plaintes de la revenante. Un soir, alors qu'il y avait plus de monde que d'habitude, le point d'orgue se fit sentir. La tension était palpable et une forme sombre passa au-dessus de la foule avec des cris et gémissements qui semblaient arriver de partout à la fois. La foule ne se fit pas prier pour rentrer chez elle dans l'instant, ne remarquant pas un indice, les battements d'ailes. Un détail qui semblait avoir une toute autre importance pour un homme du coin qui arrivait à Foulbec avec son fusil sur l'épaule. Il avait entendu parler du fameux fantôme et se rendit au marais sans plus attendre, armant son fusil dès l'instant où les plaintes se firent entendre. On pensait ne jamais le revoir. Pourtant, l'homme réapparut dans le village avec une prise fort singulière qu'il montra à tous les habitants. On reconnut là une variété assez extraordinaire de butors, un oiseau capable de ventriloquie et aussi capable de produire donc les sons qu'ils avaient entendus, le marais étant une parfaite zone pour répercuter chaque bruit. Ainsi, le fameux revenant du marais de Foulbec disparut, et même si tous les habitants n'acceptèrent pas les faits, la plus grande majorité convint que l'oiseau inhabituel était bien le coupable. Et c'est là que s'achève l'histoire du dernier revenant. Ce n'est pas la première fois que nous parlons d'une bête. Il y a bien évidemment eu la bête d'Orléans et celle du Gévaudan, autrement plus connue. Pourtant, des bêtes, il y en avait déjà avant, et c'est le cas de la fameuse bête d'Évreux. En effet, on peut retrouver des traces historiques d'une créature qui aura terrorisé les habitants pendant un temps aux alentours de 1630, soit plus de 100 ans avant l'apparition de la fameuse bête du Gévaudan et sa petite sœur orléanaise. Celle qu'on appelle par la suite la bête d'Évreux aura d'abord sévi dans la forêt de Cinglé avant de se déporter doucement vers la forêt d'Évreux, occasionnant au passage une trentaine de morts avant que cela ne remonte jusqu'aux oreilles du comte de la Suze. Et c'est là que ça devient assez intéressant, car on prétend que la bête aura été tuée au cours d'une des plus grandes battues au loup qui existait. Presque 6000 hommes auront participé à cette chasse pour retrouver le monstre à l'origine de tous ces morts. Au départ, on l'avait décrite comme une bête plus grande qu'un dogue, enragée et furieuse. Elle avait pris aussi l'habitude de se saisir des enfants égarés et ensuite, avec le temps, avait fini par s'approcher de plus en plus des habitants. Après la battue, on décrit ensuite le monstre comme une sorte de loup, aux proportions un peu plus inhabituelles au niveau de la croupe et de la gueule. Il était également décrit avec un pelage beaucoup plus roux, ce qui laisse à penser à un possible loup exotique. À titre personnel, j'imagine facilement un loup à crinière, exporté d'Amérique. Et cependant, il y a eu un second cas d'attaque de loup, arrivé beaucoup plus tard aux alentours de 1770 à Tourneville. Là, on parlera bien plus d'un simple loup européen qui était pris par la rage et qui s'attaquera à des locaux de façon assez brutale. Des témoignages de personnes qui se sont défendues contre lui existent, et je vous invite à regarder les liens en description pour cela. Quoi qu'il en soit, nous avons pu faire le tour de la fameuse bête d'Évreux, ainsi que celle de Tourneville. Nul doute que nous verrons encore bien des bêtes dans nos légendes folkloriques, car elles étaient souvent le marqueur d'un chaos assez flagrant dans une zone. Les mois qu'elles ont causés nous arrivent encore en écho aujourd'hui,
Et si parfois nous en connaissons l'origine, d'autres créatures demeurent encore un véritable mystère, même de nos jours. Comme d'habitude, nous allons au moins voir un fantôme pour ce département, comme pour la plupart des autres. Une nouvelle dame blanche qui cette fois entra à un lieu assez inédit, une abbaye, plus précisément l'abbaye de Mortemer. Car oui, ce sera bel et bien le premier fantôme vu dans nos légendes qui pourra hanter un lieu normalement saint. D'autant qu'il s'agit d'une figure assez connue dans la région, car il s'agirait d'une princesse de la maison de Normandie, et de plus, la fille du roi d'Angleterre, Henri Ier. Et comment une princesse anglaise a-t-elle pu venir en Normandie ? Tout simplement par le jeu des mariages, car elle épousera le roi des Romains, Henri V. Oui, je sais, on est passé de 1 à 5 dans l'échelle des Henri. Bref, trêve de blagues, reprenons notre sérieux. Elle se nommait Mathilde l'Emperesse, et je vous laisse voir le lien en description pour vous faire une idée de son histoire, qui est à la fois riche et très intéressante. Nous nous consacrerons exclusivement au dernier moment de sa vie, et ce qui arrivera ensuite. Elle a vécu ses derniers jours dans le coin, et finit par devenir très proche des moines de l'abbaye de Mortemer, où elle aida notamment à son agrandissement, tout en leur faisant part de très bons conseils. À sa mort, la princesse fut inhumée dans un premier temps à l'abbaye du Bec, puis dans la cathédrale de Rouen, bien plus tard, après la guerre des 100 ans. On prétend dès lors que son fantôme entrait la fameuse abbaye sous les traits d'une dame blanche, inoffensive pour les inconscients qui pourraient la croiser, heureusement. Elle se contente d'errer entre les pierres, apparaissant ici et là à ceux qui passent par son chemin. Mais ce n'est pas tout. L'abbaye de Mortemer est clairement un lieu étrange, où l'on entendrait des chants grégoriens venus de nulle part, ressentirait des sensations étranges, frissons, et on pourrait même y entendre des murmures à peine audibles dans les galeries vides. D'ailleurs, un autre récit nous parle de 4 moines qui y ont été exécutés pendant la Révolution française, et entraient telles des ombres furtives le bâtiment, provoquant d'étranges courants d'air glacés, et peut-être même les fameux chants. Ce qui amènera une tentative d'exorcisme en 1921. Quoi qu'il en soit, depuis 1980, l'abbaye de Mortemer est devenue un endroit attirant bien des curieux dans le domaine du paranormal. Encore aujourd'hui, des photographies et enregistrements demeurent bien étranges. Cela dit, en ce qui concerne notre histoire, je crains fort que nous n'irons pas plus loin, car il reste encore bien des choses à voir dans le département. Aujourd'hui, on va se pencher sur un étrange fantôme, qui n'est pas sans rappeler un autre que nous avons pu voir revenir hanter un meunier dans les Pyrénées-Orientales. Cependant, dans cette histoire, ce n'est pas la fileuse qui aura quelque chose à se reprocher. De son vivant, dans le village d'Appeville-Annebault, on la connaissait sous le surnom de la petite fileuse d'Appeville. Toujours à travailler sur son rouet tant le jour qu'une grande partie de la nuit. Jeanne, de son vrai nom, avait malheureusement une bonne raison pour cela. Elle était pauvre. De ce fait, devait donc travailler beaucoup pour vivre, ou même tout simplement survivre. Ce qu'elle fit jusqu'à rendre son dernier souffle, avec comme toute dernière volonté que sa fille prie pour le repos de son âme, chose que l'enfant promit. Mais les promesses sont à l'image des souvenirs qui s'effritent avec le temps, malgré tout l'amour que la femme portait à sa mère Jeanne de son vivant, et même bien après sa mort. Elle avait une famille, et rapidement, son engagement pour la défunte devint secondaire, voire oublié. C'est ainsi que les événements étranges allaient commencer. Car une nuit, alors que le couple dormait à point fermé, un bruit les sortit des bras de Morphée sans une seule once de clémence. Un bourdonnement, semblable à un bruit de rouet ou au ronronnement d'un chat. Une silhouette apparut alors dans la chambre, éclairée par la lumière de la lune. La mère Jeanne se tenait là, filant sous le regard de sa fille, qui n'en crut tout d'abord pas ses yeux. De joie, la jeune femme se leva pour lui courir dans les bras. Mais un esprit a bien souvent la rancœur tenace, et toute joie s'effaça quand l'apparition railla sa fille, lui reprochant amèrement d'avoir oublié sa promesse, non sans y aller avec une bonne pointe de sarcasme, comme savent si bien le faire les parents quand ils sont piqués au vif. Et cela recommença durant plusieurs nuits. Le couple ne pouvait même pas fermer l'œil, car la fileuse nocturne les recouvrait de louanges acerbes, avec le son du rouet comme accompagnement à cette symphonie. Si la fille était aussi têtue que la mère, elle finit par lâcher prise pour aller à la messe afin de dire la prière. Le repos enfin accordé, la vieille Jeanne ne revint plus jamais embêter le couple, tant que la prière était dite. Mais avis qu'après de telles retrouvailles, une petite prière n'était pas si cher payée contre le repos.
réparateur pour les uns et éternel pour l'autre. Et c'est ainsi que s'achève l'histoire de la fileuse nocturne. Pour cette dernière histoire, nous allons parler d'amour. Et si vous êtes coutumier des contes et légendes du même type que nous avons déjà pu découvrir ensemble, alors vous saurez d'ores et déjà qu'il n'aura probablement pas une fin heureuse. Une fin même plus proche de l'histoire d'un Roméo et Juliette. Il y a fort longtemps, je l'avais jamais encore utilisé cette formule-là, j'aime bien. Bref, une petite cité se dressait entre deux collines et était dirigée par un certain roi des Pitres. Ce dernier avait une fille qu'il chérissait plus que tout, tant et si bien qu'il ne la laissait même pas s'éloigner hors de son château. Cependant, comme dit la chanson, il fend les armures et en un instant tout est balayé. Je veux bien sûr parler de l'amour, car Caliste, la fille du roi des Pitres, finit par tomber amoureuse d'un certain Edmond, qui vivait dans la cité voisine et était simplement de passage. Mais son père n'était pas vraiment de cet avis, et se montra particulièrement méfiant envers Edmond, malgré les suppliques incessantes de sa fille. Il n'était pas vraiment enclin à accorder sa main au premier venu, dont on ne sait pas grand-chose. Et pour cause, n'importe quel père aurait réagi ainsi. Sauf que Caliste parvient à lui faire céder, et il concéda un mariage, à une seule condition. Le jeune homme devait prouver sa force autant que son amour, en portant Caliste dans ses bras tout en grimpant au sommet d'une des deux collines, la plus haute. Fou de joie, Edmond s'en retourna dans son village pour se préparer au défi qui aurait lieu le lendemain. Caliste, quant à elle, n'était pas sereine, et partit dans la forêt pour rencontrer une sorcière, bonne amie de la famille. Cette dernière lui concocta une potion qui renforcerait le jeune homme, et lui permettrait de terminer le défi sans encombre. Rassurée, elle cacha le précieux breuvage dans ses habits, et se rendit dès le lendemain dans les bras de l'élu de son cœur, pour commencer le défi. Il tint bon jusqu'au milieu de la colline avant de faiblir. Sa belle lui tendit alors le breuvage pour le soulager. Mais y voyant là une tricherie, il refusa, voulant prouver son amour par ses propres forces. Sauf qu'une fois arrivé en haut, il s'écroula, et mourut à cause de l'effort. La jeune femme, de chagrin, se jeta alors du haut de la colline pour rejoindre au plus vite Edmond dans un monde meilleur. C'est ainsi que la colline prit le nom de colline des deux amants. On raconte aussi que la végétation dense au bas de cette dernière serait due à la fameuse potion qui se serait déversée une fois brisée au sol. Mais bien sûr, ce n'est qu'une légende. Et voilà qui met fin aux histoires dans l'heure. J'espère qu'elles vous auront plu et que vous aurez passé un bon moment. J'ai remarqué récemment qu'on avait atteint les 200 abonnés, et bien évidemment une surprise est en route, elle arrivera quand elle sera prête. Je suis dessus actuellement encore. D'ici là, je vous retrouve dans les prochaines vidéos pour faire quelques nouvelles découvertes et peut-être un ou deux hors-piste. Et ensuite on attaquera tranquillement un nouveau département courant janvier. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, portez-vous bien et à très vite.